Il t'est arrivé un truc de fou déjà une fois en spectacle, un truc que tu t'y attendais pas du tout? Il y a des médiums qui sont venus me voir des fois. Ok. Il y a des médiums qui sont partis scandalisés en criant on ne joue pas avec ces choses-là, ce n'est pas un spectacle. Une fois, j'ai eu un homme qui était extrêmement flippant. Il y a un moment donné dans le rodage du spectacle où j'avais un couteau sur scène. Aujourd'hui, je ne fais plus ce tour-là, mais j'avais un couteau lors d'un tour et le couteau était au sol à ce moment-là. En fait, il m'a engueulé, on ne joue pas avec ces choses-là, etc. Il s'est approché de la scène, il a ramassé le couteau. Là, moi, j'ai commencé à me dire bon, c'est un petit théâtre, il n'y a pas de sécurité, comment on fait? Clément Fraise, bonjour. Bonjour. Tu es donc mentaliste. C'est ça. Et alors on va le dire tout de suite, tu seras au Quai du Rire pour jouer ton spectacle les 9 et 10 janvier prochains. Tout à fait. Le spectacle s'appelle Mentalisme, une affaire du 19e siècle. Absolument, à 21h30. Ouais. À 21h30. Et alors je le dis pour les gens qui nous regardent, il faut aller très très vite parce qu'il ne reste plus beaucoup de place. C'est ça, apparemment on m'a appelé avant que j'arrive, donc la billetterie est pratiquement pleine. Ouais, ça s'est rempli très très vite. On va parler peut-être un petit peu du coup de mentalisme dans cette interview. Avant peut-être d'essayer de dire ce que c'est, on peut peut-être dire ce que c'est pas le mentalisme, non ? C'est pas une thérapie. Ouais. Ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens par rapport à l'hypnothérapie qui font la confusion. C'est pas une thérapie, c'est pas une science. C'est même pas une petite science ou une pseudo-science, c'est pas une science tout court, c'est un art du spectacle qui conjugue un peu de science humaine en effet, mais beaucoup d'illusionnisme, beaucoup d'hypnose, des effets de mnémotechnie, etc. C'est ça, donc il y a de l'hypnose, il y a des techniques de magie aussi par exemple. Oui, l'illusionnisme, la magie, ça, oui, illusionnisme, c'est pareil. Magie et tout ça. Mais disons que on est plus en général sur des tours de prédiction par exemple. C'est ça, c'est-à-dire que là où la magie va faire de la transformation, de la disparition, de l'apparition, etc., nous on va plutôt faire de la prédiction, tenter d'influencer ou de donner l'illusion de la liberté d'un choix alors que le choix est influencé. On va des fois aussi déduire des pensées, tenter d'analyser d'autres pensées, etc. et voir un petit peu... alors des fois aussi on peut donner l'illusion totale de faire ce qu'on ne fait pas, c'est-à-dire de rentrer dans la tête des gens. Il y a plein de mécanismes divers et variés. J'ai envie de te donner la définition Wikipédia du mentalisme et tu me dis ce que tu en penses, si ça te semble juste. Alors le mentalisme est un art du spectacle, donc ça c'est ce que tu disais, qui consiste à créer l'illusion de facultés paranormales ou d'une spécialisation dans la maîtrise des capacités mentales humaines, entre parenthèses la télépathie, la psychokinésie, l'hypermnésie, clairvoyance, etc., dans l'objectif de divertir un public. Tout à fait, pour moi ça me semble assez limpide, c'est un peu ce que je fais d'ailleurs sur scène pour le coup, c'est que durant 80% du spectacle, je la joue premier degré en mode médium et à la fin je dévoile le poteau rose. Ouais, alors toi c'est ça, t'en as fait tout un spectacle, tu t'intéresses beaucoup en fait à l'histoire du mentalisme aussi, et c'est au cœur de ton spectacle du coup. C'est ça, c'est que le mentalisme est un art qui est dérivé des médiums du 19e siècle, qui est un siècle qui me fascine depuis tout petit. Sherlock Holmes, Lewis Carroll, Arthur Conan Doyle, Edgar Allan Poe, enfin toute cette littérature-là m'a toujours fasciné. Et donc du coup, je me suis dit, lorsque j'ai voulu créer ce spectacle, je me suis entouré d'amis qui étaient aussi fascinés par cet univers, à la composition des musiques, Ulysse Lejeune, à la mise en scène, Antoine Arrézu, et on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Alors, je me suis dit, puis je leur ai dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire qui fasse vraiment film fantastique sur scène, quoi. Et ça a donné le spectacle en question. Tu crées aussi un univers, on va dire, en plus des tours. Bah oui, c'est-à-dire qu'en fait, je me dis... Tu racontes une histoire. C'est ça, c'est que je me dis que les gens aujourd'hui, dans l'art en règle générale, surtout depuis le début du siècle, je pense que les attentats du 11 septembre à l'époque ont beaucoup choqué et c'est la fin de l'innocence, je pense, dans la culture. Et il y a beaucoup de choses au XXIe siècle, le siècle où on parle en permanence de l'hyperconnexion. Il y a le succès des séries comme Black Mirror, les affaires Snowden, les affaires comme les hackers Anonymous, tout ça. Et dans ce siècle-là, les gens ont envie qu'on véhicule un véritable propos dans un monde très réaliste. Là où avant on pouvait aller totalement dans le fantastique. Aujourd'hui, le fantastique et la science-fiction... on le voit avec les derniers Star Wars, quoi. La science-fiction années 80, elle marque moins. Et je pense que dans ce siècle-là qui est beaucoup plus ancré les pieds sur terre, il faut donner un propos qui s'emprennent de réalisme tout en étant pourquoi pas fantastique. C'est ce que je voulais faire avec ce spectacle, c'est-à-dire parler d'esprit critique, parler de choses rationnelles, parler de choses concrètes, véhiculer des messages assez forts tout en étant enjolivé par l'histoire et le 19e siècle. On retrouve quel type de tour dans ton spectacle ? Il y a des grands classiques du mentalisme, par exemple des tours avec des livres. Il y a beaucoup de mentalistes qui font des tours avec des ouvrages. Bon, moi évidemment j'utilise Sherlock Holmes sur scène et dedans, dans le bouquin on fait une expérience de ce qui était à l'époque de la bibliomancie, c'est-à-dire
deviner l'avenir dans le livre. Ouais. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il y a des descriptions de spectateurs qui sont dans le livre. Les actions que vont faire les spectateurs sont écrites dans le livre également. C'est le premier tour du spectacle. C'est-à-dire que pendant 10 minutes, je leur parle, je leur demande de faire des choses, ils comprennent pas. Puis je confie un livre à quelqu'un, il l'ouvre au hasard. Et dans la page, il y a les actions qui viennent de se dérouler, qui étaient pourtant totalement aléatoires. Et donc, ce genre de petites choses permet donc de faire la démonstration effectivement de quelque chose de paranormal, c'est-à-dire la voyance par les livres. Alors qu'en réalité, c'est moi qui ai forcé les spectateurs à faire ce que je voulais, qui était déjà écrit dans le livre. Et ça, c'est toujours très intéressant parce que quand on présente pas la révélation de l'effet au début, mais à la fin, eh ben on a un effet waouh qui est décuplé. Dans le cas présent, il y a ce tour-là, il y a des tours qui sont des tours. Alors quasiment tout est une création originale dans ce spectacle. Après, il y a des grands classiques comme deviner des dessins, des choses comme ça. Mais il y a toute une partie, le vrai acte, la vraie performance du numéro, c'est toute la partie où je fais le médium sur scène, c'est-à-dire que je prends au hasard des gens et je leur dis, alors vous, votre grand-mère s'appelait Françoise et puis elle avait un problème à la nuque et puis elle est partie très vite. Et les personnes, alors il y en a qui pleurent tout le temps, évidemment, puisque c'est très très marquant. Et à la fin, évidemment, j'évente tout ça en disant que c'est de l'illusion et que du coup, certaines personnes peuvent se laisser abuser par des gens qui font de l'illusion. C'est arrivé, paraît-il. Ah, je ne sais pas. Moi, tu sais, j'écoute pas ce qu'on dit sur Internet. Je me méfie beaucoup de ce qu'on dit sur YouTube. Faire attention. Mais on en reparlera peut-être un petit peu plus tard dans cette interview. Et du coup, dans l'idée, moi aussi, que je me fais du mentalisme, c'est que on va dire, c'est un peu moins. Je me dis que c'est un petit peu moins exact que la magie et que du coup, il y a des fois peut-être un peu des incertitudes. Est-ce que toi, ça t'arrive de te planter sur scène ? Souvent, oui. Ouais. C'est-à-dire que c'est toujours pareil, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait plus d'un planton et demi par spectacle. Donc c'est toujours très compliqué. C'est vrai qu'on a des tours qui fonctionnent. Moi, par exemple, j'ai créé des tours qui fonctionnent à 60-70%. Là, ça commence à faire un peu plus d'une chance sur deux que ça marche, mais c'est léger pour le faire sur un spectacle. Donc, c'est des tours que généralement on va faire en informel. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai tout un éventail, dans mon répertoire de mentaliste, j'ai tout un éventail de tours que lorsque je croise des potes, je leur fais. Et lorsque ça fonctionne, ils sont super bluffés. Et lorsque ça fonctionne pas, ils rigolent, ils disent meilleure chance la prochaine fois. Ils commencent à être habitués aussi que des fois ça ne fonctionne pas. Je passe pas du tout pour un surhomme à leurs yeux. Par contre, c'est vrai que sur scène, les gens ont payé un prix. Il faut qu'il y ait une crédibilité, il faut qu'il y ait une cohérence de personnage, il faut qu'il y ait une histoire, un machin. Mon histoire dépend de la réussite de mes tours dans le spectacle. Donc, je peux pas avoir un axe narratif qui est amputé. Donc, forcément, dans le cas du spectacle, on va être sur des ressorts qui sont beaucoup plus sécures, ou des tours de mentalisme, comme la divination d'un dessin, c'est quasiment sécure à 200%. C'est beaucoup plus rare de... Voilà, mais il y a... Encore une fois, il y a aussi plusieurs manières de deviner un dessin. Il y en a qui sont plus sûrs que d'autres. Et c'est vrai que sur scène, on va privilégier des tours dont on a entre 70 et 100% de chances qu'il fonctionne. Voilà. Oui, puis j'imagine qu'il y a des techniques pour retomber sur ses pattes aussi. Oui, puis il y a des pirouettes. Puis comme on n'établit pas de protocole à l'avance, c'est un truc tout bête, par exemple. Comme moi, en plus, j'utilise la médiumnité comme ressort narratif. Forcément, il y a un moment donné où je vais dire, la médiumnité, c'est pas fiable. Enfin, c'est pas une science exacte, donc ça te permet de retomber sur ce que tu veux. Je me rappelle d'un jour, par exemple, où je voyais par réaction d'une personne qu'elle avait dessiné quelque chose de plutôt avec une forme très allongée et striée. Et j'ai dessiné la Tour Eiffel, et elle avait dessiné une baguette de pain. Et les gens étaient impressionnés parce que c'était deux emblèmes de la France, mine de rien. Ah oui. Alors qu'en réalité, je me suis planté en beauté. Ouais. Et voilà, là, c'est un coup de chance malchanceuse, quoi. C'est que je suis retombé sur mes pattes. Tiens, c'est marrant ça. Il t'est arrivé un truc de fou, déjà, une fois en spectacle, un truc que tu t'y attendais pas du tout ? J'ai eu pas mal de trucs. Tu veux dire au niveau des effets ou au niveau des gens en règle générale ? Ouais, un peu tout ça, quoi. Un truc que tu t'y attendais pas du tout. Et ça... Comme c'est un spectacle qui se veut prosélyte envers l'esprit critique, le scepticisme scientifique, la méthodologie de l'erreur, etc. sur scène, et que ça doit être divertissant et enregistrant auprès du grand public. Il y a des médiums qui sont venus me voir des fois. Okay. Il y a des médiums qui sont partis scandalisés en criant on ne joue pas avec ces choses-là, ce n'est pas un spectacle. Donc moi, c'était génial parce que ça conforte vraiment l'idée qu'il y a encore du travail. Et puis, une fois, j'ai eu un homme qui était... extrêmement flippant, j'en ai parlé plusieurs fois dans les interviews, mais il est arrivé, en fait il y a un moment donné dans le rodage du spectacle où j'avais un couteau sur scène. Aujourd'hui je ne fais plus ce tour là, mais j'avais un couteau lors d'un tour et le couteau était au sol à ce moment là, puisqu'à la fin du numéro il est au sol. En fait il m'a engueulé, on ne joue pas avec ces choses là, etc. Il s'est approché de la scène, il a ramassé le couteau. Là moi j'ai commencé à me dire bon, c'est un petit théâtre, il n'y a pas de sécurité, comment on fait, et surtout que j'aurais pu me défendre, mais j'ai pas forcément envie de l'emplâtrer devant 70 personnes, donc c'est toujours très compliqué. En plus
plus c'était les tout débuts, donc la petite salle était petite, donc les gens n'osaient pas trop réagir et tout ça. Et il a juste jeté le couteau en mode mais rien que d'avoir un couteau sur scène, c'est dégueulasse. Et puis il a jeté à mes pieds et il s'est barré comme un prince. Et sa femme l'a suivi en mode. C'était très bizarre. Ouais. C'était vraiment le plus gros truc de fou qui me soit arrivé. Je pense que je m'en souviens longtemps. C'est très intéressant ce que tu viens de dire, je trouve. Ça donne un éclairage aussi sur ce dont on parlera un petit peu plus tard, et justement le mentalisme et les médiums. Avant, je voulais te demander aussi, en fait, pour le grand public, maintenant on parle mentalisme, tout le monde pense à la série Le Mentaliste. Oui, forcément. Ouais. Et voilà, il y a eu on va dire une grosse percée dans la culture populaire du mentalisme grâce à cette série, et grâce à d'autres séries, peut-être Lie to Me, ce genre de séries. C'est quoi l'influence finalement de ces séries sur ton métier à toi, qui est finalement d'en faire des spectacles? Comme toute pièce, comme toute médaille, il y a la médaille et le revers de la médaille. C'est-à-dire que oui, du coup, il y a de plus en plus de mentalistes. Donc bon, l'offre et la demande, c'est un peu plus compliqué, mais bon, moi, étant très jeune, j'ai commencé ma carrière bien après la série. Enfin, bien après, non, mais pendant la série, donc voilà. C'est à la fois, il y a plus de mentalistes et ça se démocratise plus. Donc c'est tant mieux. Les gens sont plus au courant de ces choses-là aussi. Donc ça permet également, lorsque les gens vont taper mentaliste sur Internet, de tomber sur quelqu'un comme moi qui va par exemple véhiculer un scepticisme scientifique, ou de tomber sur des gens comme Fabien Licard qui vont par exemple apprendre des techniques de mémoire, des trucs comme ça. Et c'est donc, je pense qu'il y a une vraie partie cool là-dedans. Ouais. Et il y a le côté négatif, c'est que du coup, il y a beaucoup d'usages commerciaux qui en sont faits, notamment dans la thérapie, notamment dans des conférences, des fois à 6000 balles. Moi, je connais, non, mais c'est terrible parce que je connais des mentalistes qui font des conférences alors qu'ils n'y connaissent rien en ce sujet-là. C'est-à-dire qu'ils sont parce qu'on s'autoproclame mentaliste, il n'y a pas de diplôme d'État. Donc, ils sont autoproclamés mentalistes pour surfer justement sur une vague, et ils font des conférences de coach en développement personnel totalement biaisé avec vraiment de la pseudo-science, et en plus à l'intérieur il n'y a pas grand chose, et ils vendent ça 6000 balles à Danone, à Carrefour, à des gens comme ça. Donc c'est un peu compliqué. Nous, il faut qu'on tire notre épingle du jeu en tant qu'illusionniste. Moi je pense qu'être illusionniste et être un artiste, ça n'empêche pas de véhiculer un propos, même s'il est scientifique. Dans mes tours, j'ai aucune prétention de valider quoi que ce soit, si ce n'est de pouvoir reproduire des phénomènes paranormaux, et s'ils sont reproductibles par des gens qui prétendent ne pas avoir de pouvoir, alors à ce moment-là, pourquoi croirait-on à ceux qui en ont? Et donc c'est en ce sens-là que je pense que le mentalisme doit être vu et doit être perçu, et c'est ce que j'essaie de faire moi sur ma chaîne à ma petite échelle. Mais voilà, c'est aussi du coup de combattre également ces mentalistes-là, qui généralement avec beaucoup de... comment on appelle ça, de prétention, avec beaucoup de condescendance, on appelle les petits magiciens mentaux. Ce sont les vrais mentalistes, et nous on n'est pas des vrais, ce sont des artistes. C'est totalement absurde, et c'est pour ça que voilà, ça c'est aussi le mauvais côté de la démocratisation de cet art, et il faut le combattre. Ouais, moi je te dirais, s'il tape 6000 balles à Danone, à la limite pourquoi pas. Ce qui est dommage, je ne connais pas personnellement les gens qui bossent chez Danone, donc ce qui est dommage, c'est de taper ceux qui peut-être tapent du pognon à des gens qui sont plus modestes. C'est ça, c'est effectivement un mentaliste. Moi, je me méfie toujours quand je vois, parce que ça m'est arrivé de voir sophrologue, mentaliste, hypnothérapeute, machin, et là tu te dis ouais putain, le gars il va te parler de PNL, il va te parler de trucs comme ça, c'est toujours bizarre. Et pas le groupe de rap en précis, évidemment. Non, tu connais ça d'ailleurs. J'ai eu des tas de fans de PNL qui m'ont envoyé des messages en mode depuis quand tu dis que PNL c'est de la merde? Alors attendez, non, on précise. Je ne connais pas le groupe PNL. À la rigueur, je les aime bien parce que justement ils ont mis la PNL. Ils ont déréférencé de Google la PNL, donc ça me va très bien. Ils peuvent continuer à faire des albums, je les aime beaucoup. Mais non, c'est pas d'eux que je parlais. Ouais. J'ai envie de te donner une petite série de mots qui ont peut-être plus ou moins un lien avec le mentalisme, en tout cas. On est parti. On en trouve sur Internet. Ouais. Et tu me dis ce que t'en penses. Voilà, tu me dis ce que ça t'évoque. Spiritisme. Je dois te répondre par un mot ou par Non, tu me réponds, tu me dis ce que ça t'évoque par rapport au mentalisme. Sont les origines en fait, du mentalisme, c'est-à-dire ce qu'a donné après l'art des médiums du 19e siècle, et qui a donné plus tard le mentalisme, en fusionnant ça avec des disciplines d'illusionnisme. En fait, c'est con, mais c'est les charlatans qui ont créé mon métier finalement, avec lesquels je les dénonce. C'est les charlatans qui ont créé mon métier. Ça a créé donc tout ce pan-là de l'art du mentalisme, de l'art de l'illusion qui est le mentalisme. Alors ce qui est très intéressant avec le spiritisme, c'est que les créatrices du spiritisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, finalement les Sœurs Fox, qui ont fait les premières expériences spirites en 1830-1840 je crois, à Hainesville à New York, dans l'état de New York, c'est super intéressant parce qu'elles sont revenues sur leurs propos. Elles ont elles-mêmes dit non, ce qu'on a fait était truqué, on ne communique pas avec l'autre, et leur croyance les a dépassées.
comme je suis persuadé que la capacité du cerveau à tordre les petites cuillères sera une compétence qui dépassera la mort de Uri Geller alors qu'il a aidé à véhiculer cette idée fausse, et comme je suis persuadé qu'il y a plein de pseudosciences qui vont dépasser ceux qui les ont créés et qui vont mourir, notamment en archéologie. Je pense aux thèses selon les pyramides ont été créées par les aliens et ce genre de trucs. C'est, voilà, tu penses que ça survivra même au... je pense que ça survivra longtemps. C'est-à-dire que même si le gars il dit non, c'est des conneries, au final... Mais même s'il avoue qu'il s'est trompé, parce qu'on peut lui accorder une bonne foi, bon, je pense pas qu'il en ait eu, mais tu vois de qui je parle. Mais oui, bien sûr. Je pense qu'on peut si on lui accorde une bonne foi et qu'il dise non mais en fait, autant pour moi, maintenant j'ai compris ce que voulaient me dire les sceptiques. Je sais pas, je pense que ça survivra. Il y a des gens qui... parce que par exemple, on parlait du mentalisme, il y a un mec qui s'appelle Victor Seigno qui avait créé le Club du Succès en 1902 à l'époque. Et donc c'était, on était dans la nouvelle pensée, le début du New Age, et donc le mot mentalisme servait à contrer le mot matérialiste. Donc en gros, un mentaliste n'avait pas besoin de manger beaucoup, il suffisait qu'il ait des saveurs en bouche et il avait mangé. C'est génial. Et donc il avait créé son Club du Succès, et je suis pratiquement sûr, parce que j'ai vu passer des écrits, mais finalement les néo-clubs du succès, c'est des mentalistes qui parlent de mentalisme originel, comme Pascal Clermont, qui est de la pseudo-science et de l'arnaque à la PNL et compagnie. Voilà. Ça va se rejoindre, j'avais Ouija comme mot aussi. C'est un jeu de société. Les gens l'ignorent souvent, c'est un jeu de société qui a été créé par William Fuld, qui aujourd'hui est déposé par Parker Brothers. Et ce qui est génial, c'est que comment un jeu de société et la réponse idéomotrice finalement peut devenir un véritable objet de mystification, objet paranormal. Et ce qui est rigolo, c'est que dans les salons de l'ésotérisme, quand on en croise des stylisés avec des lettres gothiques en mode Wicca et compagnie. Donc on pourrait penser que c'est une planche très ancienne et qu'on trouve des sources dans le Moyen-Âge et dans les techniques de sorcellerie. C'est totalement faux. Ça a été créé en 1860-70 par un américain qui a vendu un jeu de société en bois. Je trouve ça génial. La psychologie. Disons que c'est ce qui sert... je vais prendre le côté mauvais, c'est ce qui sert d'excuse à beaucoup de pseudosciences. La discrimination homme-femme, mais c'est la psychologie des hommes, la psychologie des femmes. Où sont les études ? Il n'y en a pas. Voilà, de ce genre de choses. La psychologie sert souvent à excuser des idées reçues, des choses... Non, mais c'est psychologique tout ça. Non, c'est pas psychologique. Il y a des choses aussi qui s'expliquent ailleurs. Mais toi, quelque part, tu fais aussi, tu l'utilises comme un outil. Oui, c'est-à-dire qu'on a tous des biais cognitifs déjà, et les gens qui peuvent être bluffés par les médiums ont par exemple un biais de validation, c'est-à-dire que ils vont oublier dans mon spectacle. Tu parlais tout à l'heure des erreurs. Dans mon spectacle, si je me plante 2 fois, les gens vont oublier que je me suis planté 2 fois, tout le temps. Quand ils sortiront, c'est pas ce sur quoi ils vont se focaliser. Voilà, donc c'est un simple biais de validation là au niveau de la voyance, par exemple, c'est que je vais te dire attention, en rentrant tout à l'heure, je te le souhaite pas. Tu vas avoir un accident de voiture. Bon, là, il y a 4 options. Soit tu y penses et tu as un accident. Et alors là, tu auras un mec qui va te dire ouais, mais il a influencé ton non mais soit ton karma. Non mais soit tu y penses et t'as un accident et tu te dis putain, Clément c'est un vrai voyant, finalement c'est pas un mentaliste, il m'a pris pour un con. Soit alors tu tiens pas d'accident et tu te dis bon c'est un bon voyant parce que grâce à lui j'ai pu éviter l'accident. Soit tu t'en tiens pas compte et tu te dis purée, il me l'avait dit, j'aurais dû faire gaffe. Et si tu t'en fous et que tu rentres chez toi et que t'as pas d'accident, ça passe à la trappe, et ce sera coupé au montage et on n'en parle plus jamais quoi. Donc c'est des biais de validation et on s'en sert tout le temps en mentalisme. Hypnose. Oula, pareil, beaucoup de... Alors je sors, c'est un scoop là que je vous livre, t'as pas bien. C'est un scoop parce que j'ai eu un accord de principe, c'est pas signé mais j'ai un accord de principe de mon éditeur. Je vais sortir entre février et avril un livre sur l'hypnose. Qui sera le premier livre francophone qui parlera d'hypnose avec le postulat socio-cognitif canadien. C'est-à-dire pas de psychanalyse, pas de pseudosciences, pas de PNL, pas beaucoup de Erickson. On va revenir sur l'histoire de l'hypnose et ce sera pour le grand public, donc ce sera vulgarisé. Il ne faut pas croire que ce sera vraiment prise de tête. Et là où ça va être cool, c'est que j'espère, j'ai l'ambition qu'il retire beaucoup d'idées reçues qu'on a sur l'hypnose. L'hypnose est un art qui est fascinant, c'est une discipline qui est formidable, qui peut aider en hypnothérapie. Il y a des choses qui sont véritables, mais qui doivent s'accompagner, notamment pour l'arrêt du tabac, à la perte de poids, etc., d'un véritable coaching, d'un véritable suivi. Je n'aime pas le terme coaching, mais d'un véritable suivi. Mais le problème de l'hypnose, c'est que comme tout ce qui est un petit peu mystérieux ou qui du moins bluffe, moi, même dans la communauté sceptique, dans l'esprit critique que je fréquente très souvent, il y a des gens qui disent mais l'hypnose j'y crois pas du tout parce que c'est évidemment il y a un côté très extraordinaire, donc il faut des preuves extraordinaires. C'est la base du scepticisme scientifique. Aujourd'hui on arrive à voir lorsqu'on est en IRM, si là je te demande par exemple de penser à une sensation de froid sur ton genou, tu vas juste imaginer un glaçon, tu sais la sensation que ça fait, donc tu arrives à te l'imaginer. Maintenant si jamais en termes neuroscientifiques on te passe dans un IRM sous hypnose et que je te dis tu as froid au genou, tu
tu vas vraiment avoir l'air du cerveau qui va s'activer comme si je t'avais posé un glaçon sur le genou. Ouais. Ça, c'est très très troublant et on en est qu'au balbutiement hein, des neurosciences depuis l'imagerie cérébrale. Je pense qu'on va découvrir encore beaucoup de choses et j'ai très envie qu'on découvre beaucoup de choses. Mais voilà, toujours dans le côté l'hypnose, et c'est génial, mais ça véhicule beaucoup de pseudosciences. Par exemple, je suis tombé il y a 3 jours sur une vidéo d'hypnose pour avoir les yeux bleus. Ah ouais. C'est génial, c'est génial. Je sais pas, j'ai pas essayé parce que je tiens mes yeux marrons, mais on voit bien que t'as pas essayé. On voit bien que j'ai pas essayé puisque j'ai les yeux. Ah oui, sinon ça aurait marché, bien sûr, j'aurais eu les yeux bleus. Tu l'as évoqué, on va peut-être dire un mot aussi sur la PNL. Alors. Ouais. Programmation neurolinguistique. C'est une discipline qui part d'un principe, c'est que nous avons dans notre cerveau, notre cerveau fonctionne par des systèmes de neurologiques, alors certes c'est vrai, et qui fonctionnent avec le langage. Et donc en modifiant notre langage, on peut modifier nos schémas de pensée, nos systèmes neuronaux. Alors il y a des choses qui sont totalement vraies dans la PNL. Hein. Ça c'est récemment j'ai fait une interview, j'ai accordé une interview à Melty, ils ont regardé la PNL c'est le mal, et j'ai eu un déferlement de haine de plein de praticiens en PNL. C'est pas grave. On fera un truc comme ça aussi. Avec plaisir. Non, mais j'en veux pas du tout à Melty parce que je le pense. La PNL, c'est le mal parce que ça évoque derrière, ça libère, c'est la porte d'entrée à tout un tas de pseudosciences pourries en fait. C'est comme, tu parlais en fait, c'est pas grave de se faire tirer les cartes, mais le problème c'est que ça commence à avoir. En fait, c'est pas grave une petite croyance, mais une petite croyance on appelle des plus grandes parce que plus on veut prouver cette croyance, plus on va avoir un raisonnement qui fait appel à plus d'inconnus qu'elle n'en résolve. Et donc on va finir par croire que la physique quantique a la réponse à une conscience hors du cerveau, etc. Ce qui est absolument pas vrai. Et le pire, c'est que comme il y a des chercheurs qui sont un peu, d'ailleurs, considérés par la communauté scientifique comme souvent des huluberlus qui cherchent ces choses-là, les gens sont souvent, le chercheur très sérieux. Il y a des instituts de recherche dont le site fait très propre, très CNRS, mais qui en fait sont vraiment des instituts de propagande et non pas de véritables recherches. Alors, pour la PNL, pour revenir à ce que je disais, lorsqu'on a enlevé la partie psychologie sociale, lorsqu'on a enlevé la partie psychologie cognitive de la PNL, où ce sont des emprunts, je prends souvent comme métaphore la métaphore du marabout qui te donnerait un Doliprane. Tu as mal à la tête, tu vas voir le marabout, il te donne un Doliprane et il te chante des incantations avec des encens. Bon, mais qu'est-ce qui t'a guéri ? À la fin, tu n'as plus mal à la tête, mais qu'est-ce qui t'a guéri ? La molécule de paracétamol ou les gris-gris et voilà. Qu'est-ce qui a fait disparaître le symptôme plutôt que la guérison ? Qu'est-ce qui a fait disparaître le symptôme ? La molécule de paracétamol. Je pense en l'occurrence que c'est pareil pour la PNL. C'est pas parce qu'il y a des emprunts à des sciences valides, qui sont des sciences humaines, qu'on peut même qualifier de sciences dures parfois, que ces choses-là, que la discipline qui emprunte ça est vraie. Moi, je peux te raconter une histoire dans laquelle il y a des choses vraies, ça veut pas dire que l'histoire sera vraie. Oui. Voilà. Et parce en fait, moi, il y a quelques années, je me souviens, il y a eu une sorte de boom de la PNL. Tout le monde a parlé de ça. Ça a été vendu comme un miracle. Bien qui sûr. te disait, tu lis un bouquin de PNL, tu peux manipuler n'importe qui en utilisant les mots. Ce dont il parlait dedans, c'était l'effet de la porte au nez, l'effet du pied dans la porte, l'effet de l'ancrage, qui sont les techniques de psychologie sociale. Et je vous invite à lire le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens de Jean-Léon Beauvois et Robert Vincent Joule, je crois, qui sont deux, dont un était à la fac d'Aix à l'époque, il était sur Aix-en-Provence, et j'ai assisté à certaines de ses conférences avant qu'il prenne sa retraite. Et ces bouquins sont celui-ci et la soumission librement consentie sont deux bouquins de psychologie cognitive, de psychologie sociale qui, je pense, parleront à beaucoup de gens. Et donc voilà, il y a totalement des emprunts de là dans la PNL. Mais une fois qu'on a enlevé la psychocognitive, la psychosociale, dans ce qui reste de véritable apport à la PNL, 95% est soit contesté, soit jeté. Comme par exemple les clés du regard, selon la direction du regard, ça veut dire des choses. Moi, personnellement, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être en froisser certains. En tant qu'illusionniste, donc là, on va me dire, oui, ça ne sert pas à ça. On peut s'en servir comme ça. Donc, en tant qu'illusionniste, il m'est arrivé de m'en servir. Des clés du regard. Quand je vois que la personne vraiment a tendance à regarder à droite, à regarder à gauche quand elle me parle, j'essaie de faire la chose et des fois ça fonctionne. Est-ce que moi aussi je suis victime d'un biais de validation ? Est-ce que ça a marché des tas de fois et je les ai oubliés ? Peut-être. Je pense pas. Je tiens compte de mes échecs généralement. En tout cas, c'est pas fiable, c'est pas rigoureux, c'est certainement pas scientifique. Et lorsqu'on applique ça à la thérapie, c'est très problématique. Tiens, j'avais encore un mot et tu viens d'en parler. C'était micro-expression. Micro-expression. Voilà, je l'ai bien dit. Alors moi, j'avais tenu une pastille sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne. J'ai tenu une pastille sur ma chaîne YouTube, Clément Fraise, FREZ2, j'y tiens vraiment beaucoup. J'ai tenu une pastille qui s'appelait Light ou moi, je les ai tous supprimés, on va les retourner parce que dedans il y avait des erreurs qui s'étaient glissées dans mon texte, malheureusement. Donc j'ai eu la chance maintenant de m'entourer d'un relecteur qui a fait son mémoire de maîtrise au Canada sur la communication non verbale, donc il sait mieux que moi de quoi il parle. Il n'y a pas d'argument d'autorité là-dedans, mais en tout cas il est plus rigoureux que moi. Donc on écrit maintenant ces vidéos à deux
Et donc ces pastilles qui s'appellent Laït ou moi parlent justement de la science du non-verbal, du comportement, de la lecture des expressions faciales. Et le terme micro-expression en l'occurrence est un terme très précis qui désigne des micro-expressions que le visage aurait et qui peuvent être uniquement détectées par des électrodes, donc pas à l'œil nu. Ouais. Le travail de Paul Ekman, en fait, il faut juste remplacer micro-expression par expression ou par fuite émotionnelle. C'est-à-dire que les travaux de Paul Ekman ont été validés par la communauté scientifique. Il y a une partie aujourd'hui qui les conteste, hein, et c'est normal, et beaucoup de travaux sont contestés. En revanche, ce qu'on conteste surtout chez Paul Ekman, et je pense que c'est ça qui a donné derrière la débâcle sur ces travaux, c'est que il a utilisé ces travaux à des usages commerciaux qui sont hautement contestables. Ouais. Des soi-disant des logiciels d'entraînement pour devenir un super observateur des expressions. Ces logiciels ont guère de succès en tests méthodologiques. Souvent, on associe ça à la détection du mensonge. C'est pas vrai. Ça peut aider dans un certain contexte. Une expression ou une fuite émotionnelle faciale, elle doit jamais être sortie de son contexte. Jamais. Donc, voilà, c'est très simple. Hein. Par exemple, il y a mon camarade Fabien Olicard qui a fait une vidéo où il analyse la gestuelle et les mouvements de Macron en pleine crise des Gilets jaunes. Il y a plein de gens qui ont été amenés à contester cette vidéo. En fait, ce qui est pas contestable, parce que je pense que la vidéo est loin d'être mal foutue, mais en tout cas, c'est que Fabien, au moment de faire cette vidéo, il avait le contexte. C'est-à-dire qu'il suffisait de me dire, sans que je puisse voir la vidéo, il suffisait qu'on me dise « Macron doit être solennel ». Il va s'adresser aux Français en pleine crise des Gilets jaunes. Qu'est-ce qu'on va observer sur son non-verbal ? J'aurais été capable de vous donner le catalogue. Ouais. Et ça, c'est tout simple. Hein, voilà. Donc Fabien a bien analysé pour le coup la vidéo, je pense. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas trop vu de conneries dedans. Et en revanche, voilà, faut jamais décontextualiser une analyse, jamais, et être rigoureux. Et donc le terme micro-expression tel qu'on l'entend dans la fiction, malheureusement, c'est pas. Ça vient beaucoup de Lie to Me. Voilà. C'est plutôt des fuites émotionnelles. Les micro-expressions, on les voit pas à l'œil nu. Mais ça fait de la bonne fiction. Alors, voilà. Ça fait de la bonne fiction. Oui, mais en fait, c'est juste sémantique, en fait. Mais si on veut être rigoureux, c'est pas ça. Mais ce dont il parle, alors voilà, ça peut aider à la détection du mensonge, ça suffit pas à détecter les menteurs, certainement pas. Voilà. Tu évoquais Uri Geller. C'est un personnage important quand même. Toi, tu as consacré une assez grosse vidéo super intéressante sur ta chaîne. Abonnez-vous à ma chaîne. Oui, abonnez-vous. On va le dire 2-3 fois. Ouais. Clément Fraise. Bourrage de crâne. FREZ2. Ouais, j'y tiens. Bien joué. Bon, on va pas faire tout l'historique, mais qu'est-ce qu'il a apporté au mentalisme ? C'est quoi le problème avec Uri Geller ? Est-ce qu'il avait vraiment des pouvoirs ? Moi, je suis fasciné par le fait que ce soit un homme qui est devenu millionnaire avec un tour de magie. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est dingue, hein. Il prend une cuillère, il se concentre, la cuillère est tordue. Et puis il a été ausculté par la CIA, qui très vite d'ailleurs, c'est ça qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, il reste dans la mémoire collective du monde de l'ésotérisme comme s'il y a la CIA derrière, c'est que c'est un peu vrai. Le mec a travaillé avec la CIA. Voilà, alors qu'en fait, la CIA, leur rapport final, il est disponible en ligne, il a été déclassifié, c'est Geller, on va s'en passer hein, pour la guerre froide, hein, ce sera mieux. Donc voilà, en fait, on est dans les années 80, pour reposer le contexte, justement, on est en pleine guerre froide, guerre de l'information, donc on va faire fuiter des documents où on voit des médiums faire de la télékinésie et ce genre de choses, ça va foutre les jetons au camp d'en face, les Russes vont riposter, etc., etc. Donc toutes les expériences parapsychiques plus ou moins réussies dans les années 80, sans protocole et sans zététique, pas fiable et à reproduire. Les expériences du Dr Hein en 1940, pareil, on estime qu'il ait gonflé ses résultats car on n'a jamais réobtenu les résultats qu'il a eu. Il faut qu'une expérience scientifique soit reproductible. Celle de Geller ne l'est pas. C'est-à-dire que si je donne une cuillère à Geller en la tenant par les deux bouts, il est incapable de la tordre. Ah oui. Voilà. Donc ça suffit normalement. Un esprit assez affûté comprend le tour. Mais voilà, je tiens une cuillère par les deux bouts et Geller la plie au milieu. Il peut pas le faire. Ça marche pas. Ouais. Ça peut pas marcher. Et c'est de simples protocoles. Et d'ailleurs, il a toujours refusé de le faire en télé. On peut citer aussi Jean-Pierre Girard, le Uri Geller français, qui aujourd'hui a 70 balais et continue à faire des stages à 300 balles le week-end, qui a toujours refusé de tordre des barres carrées. Ne tord que des barreaux ronds. Ah, ça marche moins les carrés, on sait pas pourquoi. On sait pas pourquoi, c'est bizarre ça. Mais ta gueule, c'est la magie. Ta gueule, c'est quantique. D'accord, c'est quantique là. Les ions quantiques ne percutent pas les. C'est un grand mentaliste d'avant les années 2000, c'est-à-dire à l'époque avant Darren Brown, avant le fait où on explique que nous-mêmes, nous n'avons pas de pouvoir. Il y a une période vraiment de l'histoire du mentalisme où les mentalistes avaient très mauvaise réputation auprès des magiciens. Ouais. Les mecs causaient faire de l'hypnose un peu avec de la divination de dessin au milieu de l'hypnose, ils passaient pour des charlatans très rapidement. À l'époque, on parlait encore de fluide, on faisait des mouvements devant les yeux pour endormir. Tu vois, il y avait tout ce rituel et ce folklore-là. Il y a vraiment eu un moment, la série a balayé tout ça d'un revers de la main et tant mieux. Je me dis, ce qui est un peu fou, c'est que ces mecs-là, quand même, ils sont partis sur un mensonge qui a duré toute leur vie, quoi.
Et c'est ça qui est un peu fou. Qui dure encore. Qui dure encore. Alors qu'il a fait sa confession d'ailleurs dans un magazine de magie. Tout ça est dans la vidéo que tu leur as indiqué, que vous pourrez mettre en fiche peut-être. Bien sûr. Ce sera dans la description et tout. Voilà. Donc, mais ça, c'est ce qui est fou avec ça, c'est que cette vidéo-là, voilà, elle a clairement, elle montre historiquement, parce que là, pour le coup, c'est une timeline. Comme je parle de la vie de quelqu'un dans cette vidéo-là, je dis, ça a commencé comme ça s'est déroulé comme ça. Et en 2017, sur le plateau de I24 France, rebelote, tension de cuillère, quoi. C'est énorme. Et peut-être juste un petit mot aussi sur James Randi, du coup, qui lui est un illusionniste et a une démarche très différente. Je me dis, pour les gens comme toi, il a peut-être un petit peu redoré le blason. Tu disais qu'il avait une mauvaise image, mais il a peut-être un peu redoré le blason des illusionnistes. Voilà, c'est-à-dire que c'est un magicien et c'est génial. Il y a beaucoup de gens en ce moment qui me comparent au James Randi français avec ce qui se passe. C'est extrêmement honorifique. J'ai absolument pas cette prétention-là, surtout pas. Mais du coup, je remercie chaleureusement chaque commentaire qui le dit, parce que je peux pas laisser ça sans remercier, parce que je sens sinon des mecs, oui, je suis habitué. Non, surtout pas, j'ai pas encore son... Ce que j'aime beaucoup avec James Randi, c'est qu'il a un personnage, c'est un magicien à la retraite, si tu veux. Donc il y a un côté, j'ai rien à foutre, je balance tout. Ouais. Ça, c'est sublime. C'est très fort, hein. En termes de personnages, moi je suis fan des caractères, des backgrounds chez les personnages, et le côté, allez, j'ai vécu 70 balais, allez, c'est bon, je balance tout, on s'en fout. C'est magnifique. James Randi, il a créé un prix zététique qui a été adapté en France avec Gérard Majax d'ailleurs, qui donc donne $1 million, la Randi Foundation. Alors je sais plus s'il est toujours en activité ou pas. Je crois que ça s'est arrêté vers 2010-2012. Voilà, mais bon, en tout cas pendant 20-25 ans, il y a plein de médiums qui ont essayé voilà. Donc le défi est tout simple: prouver dans des conditions rigoureuses de laboratoire l'existence d'un pouvoir extraordinaire, quel qu'il soit, sourcier, médium, parapsie, astrologue, etc., avec des protocoles, avec la présence d'un magicien pour évincer les trucages et avec la présence de scientifiques pour évincer les biais. Aucun homme testé, personne n'a réussi. C'est génial, ça. Ouais. Et j'aime aussi beaucoup ses conférences sur l'homéopathie, où il commence en mangeant toute une boîte entière de somnifères homéopathiques. Et il dit, voilà, si j'avais pris un vrai médicament, je serais mort dans 1 heure à peu près. Je mets beaucoup de précautions là-dessus, parce que je n'ai pas envie d'assimiler mon image à... Lors du déremboursement de l'homéopathie, pour lutter contre mon homéo, mon choix, on n'a pas eu beaucoup de presse, on escomptait avoir plus de presse. Je ne vous connaissais pas encore à l'époque. Ouais. Mais on avait fait, devant les laboratoires Boran avec des amis, on avait fait juste pour déconner, on avait fait un suicide à l'homéopathie, à l'arsenicum. Donc on s'est avalé chacun 10-20 tubes ça coûte cher, hein, ces merdes. En plus ça coûte cher. Hein. À force, tu vas te retrouver à la rue et peut-être que tu vois, à force de payer ces conneries, tu vas finir par mourir vraiment. C'est une mort lente. Par d'argent. Par perte d'argent homéopathique. On a chié les billes pendant un mois, mais pour le coup, non, ça me fait rire, ça. Alors, faut surtout pas inciter au suicide en l'occurrence, mais c'est vrai que pour prouver, une fois que ça a été prouvé, bien évidemment, maintes et maintes fois, parce que pour l'homéopathie, on est dans le registre de la preuve. L'absence de preuve, là, c'est la preuve de l'absence des faits pour le coup véritables. Et donc, dans le cadre de l'homéopathie, ce qui est fantastique, c'est qu'il y a des mecs qui font ça, et ça me fait rire, parce que c'est le meilleur moyen finalement de prouver que ça n'existe pas, c'est de se suicider avec et que ça marche pas. Je trouve ça fascinant, moi. C'est du sucre, quoi. C'est ça qui est génial. Je n'incite personne au suicide par médicament, hein. C'est très important, parce que surtout que je combats ceux qui le font, enfin ceux qui incitent au suicide par une autre manière beaucoup plus insidieuse à mon sens, mais oui. Mais voilà. Si vous voulez vous suicider, l'homéopathie reste le meilleur choix. Au moins, on est sûr qu'il n'arrivera pas grand-chose. Voilà, donc c'est pas con. Tiens, est-ce que tu pourrais me faire un petit tour de mentalisme? Parce que moi, là maintenant de ça, ouais. Comme ça. Alors j'ai une idée, parce qu'en plus j'ai bossé. Alors j'ai un ami donc qui s'appelle Antoine Arézu, c'est mon metteur en scène, qui est allé à l'étranger récemment. Il a fait une tournée. Et il est allé en étranger avec son amoureuse, et il est revenu, là où c'est fantastique, c'est que il est revenu, moi je voulais qu'il me rapporte un cadeau de là où il est allé. Je te dis pas tout de suite là où il est allé, mais je voulais qu'il me rapporte un cadeau. Et cet imbécile, mais tout le long il me dit ouais t'en fais pas, je t'ai acheté un beau cadeau et compagnie. Et puis la veille de son départ, il me dit bon, j'ai trouvé ton cadeau, t'aimes bien bouffer toi? Moi je dis oui, j'aime bien bouffer comme tout le monde. Il me dit mon cadeau va te plaire. Donc on se doit se voir pour qu'il me donne le cadeau. On s'assoit à une terrasse de café à Aubagne, là où je réside toujours, et lui aussi. Et donc il arrive à pied, et je le vois au loin.
il n'a absolument aucun cadeau sur lui. Donc déjà, quand ça tient sur soi, on est d'accord, on est tous témoins ici, quand ça tient sur soi le cadeau, c'est que... c'est un cadeau de merde. Ça peut être un diamant. C'est un cadeau en bois en tout cas, c'est vraiment un cadeau nul. Et donc du coup, si tu veux, là où c'est fantastique, c'est que ce truc-là, il le sort donc de sa poche, il me dit, je t'ai dit que t'aimais bien bouffer, je vais te dire la vérité, je n'ai jamais eu... il faut pas que tu aies le moral dans les chaussures. Il m'a dit, j'ai jamais eu de ma vie l'envie de te faire un cadeau. Moi je dis, ah bon, mais comment ça se fait? Et il me dit, parce que j'y ai juste pas pensé. Par contre, je t'ai demandé si t'aimais bien bouffer. Et la veille du départ, il est allé au restaurant Applebee's. Donc placement de produit, hein, c'est l'équivalent de l'hippopotamus là-bas. Et donc il m'a rapporté une carte de visite de l'Applebee's. Donc ça c'est le cadeau d'un ami de 11 ans si tu veux, qui donc avait persuadé que c'était la meilleure idée de cadeau au monde. Elle me sort de porte-bonheur maintenant. Et on a tous plus ou moins déjà fait des cadeaux pourris. Je vais te demander de fermer les yeux. On va faire un voyage mental ensemble. Tu vas visualiser une ville, celle que tu veux. À l'étranger, hein, pas en France. Ok. Voilà, tu peux changer d'avis plusieurs fois sur la ville. L'idée, c'est qu'on s'en fiche de là où tu vas. Il faut que tu imagines un ami à toi. Est-ce que tu peux imaginer un ami à toi, maintenant? Ouais. Change d'avis, prends quelqu'un d'autre. La plupart des gens pensent automatiquement meilleur ami, j'aurais pu me renseigner sur Facebook. Donc pense à quelqu'un que j'aurais pas pu penser. C'est bon? Attends. Tu peux changer d'avis plusieurs fois, changer d'avis plusieurs fois. C'est bon. C'est bon? Ouais. Ok, maintenant tu fixes ta pensée, tu ne changes plus d'avis, tu es sur cet ami-là. On est bon? Et tu vas imaginer quelqu'un... donc cet ami-là, pardon, et tu vas l'imaginer avec le cadeau. Peut-être qu'il le porte dans les mains, peut-être que le cadeau est un vêtement. Voilà, tu vas imaginer ce cadeau-là que tu lui fais. On est bon? Ok, c'est bon. Super. Tu vas ouvrir les yeux. Okay. Et moi, je vais simplement te demander, est-ce que tu peux, le temps est-ce que tu peux avouer à tout le monde qu'on n'est pas complice, qu'on ne s'est pas concerté sur quoi que ce soit? On ne s'est pas concerté, on n'est pas complice et voilà. On ne se connaissait pas avant ce soir. Avant ce soir. Donc à aucun moment je puis deviner quoi que ce soit. Je vais te demander simplement alors là il va y avoir peut-être de la pseudo-science, peut-être pas, je sais pas ce qui va se passer. Voilà. Donc là je dis aux gens restez de marbre à tout ce qui va se passer. Ferme les yeux et tu vas répondre par oui ou par non, mais uniquement dans ton esprit, uniquement dans ta tête, bien sûr. Attention. Est-ce que ce que tu as pensé comme cadeau est plus grand qu'une balle de ping-pong? Oui. Clairement. Est-ce que c'est plus grand qu'un piano? Non. C'est intéressant. Est-ce que ça a une sensation? Est-ce que c'est un objet fait par l'homme? Ouais. Est-ce que c'est... Au plus je dis oui, au plus je donne les bonnes réponses, au plus il réagit. Ça, c'est parfait. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui tient dans la main? Qu'on peut porter, en tout cas, à une main? Ouais. Je vais dessiner quelque chose, enfin je vais écrire, en tout cas, ne regarde pas, ouvre pas les yeux, je vais écrire quelque chose, je suis pas sûr du tout que ce soit ça. Maintenant pense simplement au prénom de ton ami, j'aimerais que tu récites toi-même l'alphabet à haute voix, doucement, A, B, C, D, sans aucunement faire une pause ou mettre un indicateur nulle part. Tu peux ouvrir les yeux. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, alors, ce qui est super intéressant, c'est qu'au S, tu as bougé le micro comme ça, comme si tu l'avais expédié. Donc ça commence par un S, la lettre de ton ami, le prénom de ton ami? Oui. D'accord. Et comme je viens de dire ton ami, c'est un homme? Oui. Alors, regarde-moi dans les yeux, ne réagis absolument pas à ce que je vais dire. Ça peut être ça comme Samuel, Samy, non, c'est pas un ça, un Sophia, un Sébastien. C'est ça. Tu penses à un Sébastien? Ouais. Quel est le cadeau que tu as fait à Sébastien dans ta tête? Je te le donne là. Ok. Un pélican en bois. Un pélican en bois. J'aurais pas pu trouver en bois. Par contre, j'avais écrit chaussures en bois. On n'est pas très loin. J'avais deviné le bois. Tu vois, tu peux dire, hein, j'avais écrit chaussures en bois. Et avant même que le tour ne commence, j'avais fait une petite prédiction. J'avais écrit sur, je sais pas où je l'ai foutu. Je vais la retrouver. Toujours avec 32 choses. J'avais écrit le cadeau sera en bois. Tu vois, c'est déjà la seule chose que. C'est pas mal ça. Oui. C'est mal. Ça, je l'avais fait avant d'arriver. Donc, je pouvais deviner le bois. Peut-être qu'il a été influencé, je ne sais pas. J'avais pu deviner le bois, mais je n'aurais pas pu deviner le pélican. C'était trop compliqué. Est-ce que tu peux sortir ton smartphone? Oui. On va imaginer maintenant pour la ville, du coup, parce qu'il me reste à trouver la ville dans laquelle tu étais. Ne me dis rien. Oui. Est-ce que tu peux démarrer plan? Alors.
Voilà. Super. J'aimerais que tu tapes les 4 chiffres de la date. Comment tu as fait pour le... Ça, je ne te le dirai pas. Ça, tu l'avais pas, celui-là. Celui-là, je l'avais pas. Celui-là, je l'ai sorti, celui-là, je l'avais pas. Est-ce que tu peux simplement aller sur la barre de recherche? Oui. Et tu vas simplement taper les 4 chiffres de l'année de naissance de Sébastien. D'accord. Donc Sébastien est né en 1984. Donc tu vas taper 1984. Et là tu vas taper, puisque tu vas lui offrir le pélican bois, tu vas l'acheter, donc tu rentres dans un commerce dans la ville en question, et tu vas taper les 4 chiffres accrochés, à la naissance, accrochés, les 4 chiffres du code de ta carte bleue. Hein? S'il te plaît, c'est important, c'est pour le tour, ne me fais pas foirer le direct. Alors, tu tapes les 4 chiffres du code de ta carte bleue. Non, mais attends, j'aime vraiment pas ça. Non, mais t'en fais pas. On le révélera pas, Parce que l'écran est là, non t'en fais pas. Ok. Donc là, tu as une séquence de 8 chiffres, c'est ça? J'ai une séquence de 8 chiffres. L'année de naissance et le machin. Exactement. Donc là, tu as tapé le début de coordonnées GPS. Normalement, tu as une recherche, une aide à la recherche qui te donne une ou plusieurs villes. Il me propose 2. Ouais. Donc tu peux en choisir une, celle que tu veux, celle de ton choix. Ok. Est-ce qu'elle correspond à là où tu étais? Pas du tout. Ah merde. Normalement, oui. Alors, c'est quoi du coup la ville? C'était Stockholm. Stockholm? Ouais. Et c'est quoi qu'ils te disent là? Loveland, États-Unis. Parce que je t'ai pas dit où est-ce qu'il était allé au Applebee's, Antoine? Non. Est-ce que tu peux regarder l'adresse de l'Applebee's? L'Applebee's. À Loveland. C'est une coïncidence, peut-être que l'année de naissance et le code de carte bleue donnent Loveland. J'en sais rien, je sais pas. C'est quand même curieux ça. Bah oui. Ouais, et ben écoute, je te laisse tout, je te laisse la carte, les chaussures en bois, le cadeau en bois. Merci à toi. Merci beaucoup. Non, mais attends, est-ce que tu vas réussir à dormir? Non, mais surtout, ce qui est space, c'est que même avant d'aller sur Loveland, j'avais le choix entre 2 villes en fait. T'aurais pu choisir l'autre et pas Loveland. Mais Love, ça attire toujours peut-être l'œil, je sais pas. L'amour, j'en sais rien. Peut-être ça suggère, ouais. J'en sais rien du tout. Et ne m'offre pas de pélican en bois, ni à moi, ni à Seb, ni à personne, je t'assure. C'est vraiment un cadeau pourri. Il y en a à qui ça ferait plaisir. Ouais, je pense qu'il y en a à qui ça ferait plaisir.